Maybe Abdul, maybe if your network is down, Daniel. Hello. You can use French. C'est bon, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, mais avec un écho. Ok, c'est bon maintenant. Oui, ça va. Bonsoir tout le monde. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Peniel Dagba. Je suis un membre de l'ONG Nature Tropicale ONG. Heureux d'être parmi vous. Merci. Cedric, maybe I'm calling you very well, Cedric. Ingrid. Bonsoir à tout le monde. Je suis Cédric Bianchi et je travaille pour African Marine Mammal Conservation Organization. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci. Yannick Aboka, Togo. Votre micro est coupé, c'est désactivé. Okay, Uma, are you with us or you've gone for prayers? Wait, I think Mr. Yannick is introducing Okay. yourself. Okay. Mr. Yannick, vous pouvez continuer. Salut tout le monde. Je suis Yannick Agboka du Togo. Je suis le responsable à la communication de l'ONG ERD Afrique. Je salue Peniel Dagba depuis le Bénin qui fait partie des participants aussi. Un ami que nous connaissons parce que dans le cadre de la célébration de la journée des tortues marines, on a eu à les inviter, l'équipe du Bénin qui nous ont appuyés à Lomé. C'était une belle collaboration. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Thank you. Beaucoup. Hope, Rivri, unmute yourself. Yes, okay. Good afternoon, everyone. My name is Hope Orivre, and I'm joining in from Lagos, Nigeria. I write on turtle conservation generally. I am on this Zoom to be able to hear experiences, people's experiences from their own immediate environment, but I can also learn about what is happening with turtle conservation in those areas. Thank you. Yeah, thank you. Okay, Francis. Waju. Yeah, good afternoon, everyone. My name is Francis Ogwaju, and I represent the Lagos Lagoon Waterkeeper. I'm so excited to be on today's workshop. I hope to upskill, I hope to learn from everyone's experiences on how they've been involved in sea turtle conservation. And I hope that at the end of the day, I'll be able to learn one or two things that I would use to impact our community locally and as well achieve our common goal of sea turtle conservation. So thank you for having me on the webinar. Thank you. Crystal? Crystal? Okay. I'm here. I'm sorry, I had some issues with the internet connection. So I'm Okay. just go back. Okay. Max Nogu? Max Nogu, you are here. Please, maybe you can. Bonjour. Moi, c'est Maxin Ougou. Je suis le trésorier de Watcon. Je suis au Bénin et je suis heureux d'être aussi avec vous. C'est vrai que je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin parce qu'il y a interférence dans les activités, mais je le suis jusqu'à une certaine heure. Merci beaucoup. Okay, fine.
you. Merci. Samuel Mbogu. Samuel. Unmute yourself. Ranus. Yes. Henry, bonjour. Henry, bonjour. Bonjour, Samuel. How are you? I'm fine. So introduce yourself. On est là, on écoute. Okay, please, because of time, those that have not introduced yourself, you can introduce yourself in the comment section or the chat session. We'll get to see you. We'll appreciate you while we continue. So please. I'll be going for prayers. Then I'll join you later. Okay, no problem. Ma, see you. Nice having nice prayers. So if you have, you can put your introduction at the comment section. We will see it and then come back to you because we don't have too much time for the many persons that are joining. So thank you for participating in this our advocacy training. Today we hope to spend a couple of time discussing how advocacy works. More persons hope to join, and I thank you all for lending your time to be in this program. So this session will be in a bilingual form. The presenter will be doing it both in French and English. Balinga, sorry, I didn't tell you this, but I know you have an idea, and so you are prepared in that way. So our resource person is Michael Philippi Bisiki Balinga. So please, you can carry on and then show us what we're seeing today. Thank you so much. Thank you, Henry, and thank you to everybody for taking this time. I have to admit that I am a bit nervous to be presenting to a group of experts like yourselves, but I am convinced that together we will all be able to educate ourselves on how to do advocacy for sea turtles. Donc, je disais tantôt merci à Henri, mais aussi à vous tous qui êtes là. Et je disais, reconnaissez être un peu nerveux, mais en même temps, je me dis, on est entre collègues, on est entre amis et tous ensemble, nous allons pouvoir nous éduquer mutuellement sur comment faire le plaidoyer par rapport à la conservation des tortues marines. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de partager mon écran et partager avec vous les idées que j'ai pu mettre ensemble pour susciter la discussion. So I'm going to share my screen and I will share the ideas, the thoughts that I was able to put together to generate discussion around this question. And I'm sure that based on that, we will see how best to improve on the advocacy for sea turtle conservation. So the title I gave to my presentation was Designing Advocacy. Please ignore the mistake, the spelling mistake, for sea turtle conservation. Donc, le titre de ma présentation, c'est la conception du plaidoyer autour ou pour la conservation des tortues marines. Ce que je souhaite atteindre comme objectif, c'est tout d'abord de pouvoir discuter avec vous des concepts qui sous-tendent la plaidoirie ou le plaidoyer et nous accorder sur le besoin, sur le pourquoi il faut un plaidoyer pour la conservation des tortues marines. Ça, c'est l'objectif numéro 1 que j'espère que nous allons atteindre. Ensuite, j'espère que nous pourrons échanger sur les outils ou les techniques à utiliser pour faire un plaidoyer. Et je suis sûr que beaucoup ici en ont fait, donc on pourra apprendre de vos expériences.
mais aussi tirer, en troisième objectif, tirer de vos expériences et de vos idées pour aussi s'accorder sur comment améliorer nos efforts dans ce groupe pour faire le plaidoyer ou le plaidoyer. So our three objectives are, first of all, to discuss the concept of advocacy and agree on why we need to do advocacy around sea turtle conservation. I would like the group to be able to exchange experiences or knowledge on how to use advocacy tools. And I would also like us to draw from your experiences and your ideas and discuss how to improve on the efforts that I'm sure you're already making in conserving sea turtles. So this is the session guide. These are the different elements of my presentation today. Hopefully we will cover most of them, perhaps not exactly the way they are written here, but we will try to cover as much of this as possible. What is advocacy? I think that's the starting point. Why is it important? Why do we need it in sea turtle conservation, particularly in West Africa? What are the tools and techniques that could be used? What are your experiences? And what should we take away from this exchange? Donc, en termes d'agenda, j'espère que nous pourrons couvrir la majorité, sinon la totalité de ces questions. Qu'est-ce que le plaidoyer? Pourquoi est-il important? Pourquoi en avons-nous besoin dans le contexte de la conservation des tortues marines? Quels en sont les outils et les techniques? Quelles sont vos expériences et que devons-nous retenir à la fin de cet échange? Donc, je commence par qu'est-ce que le plaidoyer? Et le mot plaidoyer, advocacy en anglais, vient du mot latin advocare, qui veut dire solliciter un appui ou un soutien, rechercher ou solliciter un appui ou un soutien. Par ailleurs, d'autres définitions que j'ai trouvées disent que c'est l'acte ou le processus de soutenir, de défendre ou de promouvoir une cause ou une proposition qui nous tient à cœur. Autre définition, c'est une activité par un individu ou un groupe qui vise à influencer les décisions dans les politiques, dans l'économie et dans les institutions sociales. Et la dernière définition que j'ai retenue, c'était que c'est des activités et des publications qui influencent les politiques publiques, les lois ou textes législatifs, les budgets, en utilisant des faits avérés, en utilisant ces relations, en utilisant les médias et des messages afin d'éduquer les officiels ou les officiers étatiques et le public. Donc, nous avons un ensemble d'idées que nous allons préciser tout à l'heure. Starting with what is advocacy, the word advocacy comes from the Latin word advocare. You can see care, you can see advo, and this word advocare means to call out for support. Other definitions I found online were that it is the act or the process of supporting, of defending, or promoting a cause or a proposal that you care about. It is also an activity by an individual or a group that aims to influence decisions within political institutions, economic institutions, and social institutions. And the last definition that I copied for us is that it is a set of activities and publications to influence public policy, laws, and budgets by using facts, by using relationships or the media and messaging to educate government officials and the public. Hello, Mike. Let me intercept a little. The presentation is not moving, so I don't know if you can cheat so that we'll be following. Oh, I have been
pushing it, so I will stop share and come back to it. Yeah, please. Can you see the presentation now? Yes, yes, yes. Fine. Thank you. Are you on slide 4? Can you see that it is slide 4? Yes, it's on slide 4. Yes. Okay, so I have just moved to slide 5. If you can Yes, see now slide it's 5, then we are good. Okay, so what I did was that I took these definitions in slide 4 and I created a word cloud just so that we could like pick out keywords, key ideas, or concepts to help us understand what we want to consider as a definition for advocacy. Donc, j'ai pris les définitions que j'avais pu retrouver en ligne, qui sont sur le diapo 4, et j'en ai créé un nuage de mots pour essayer de voir ce qui ressortait comme mots-clés, comme idée ou comme concept qui pourrait nous aider à, en quelque sorte, élaborer notre définition de travail à nous de ce que c'est que le plaidoyer. Et nous voyons les termes influence, activité, influence qui ressortent très fortement. Nous voyons le social et le public qui ressort très fortement. C'est vrai qu'ailleurs, nous avons les relations, nous avons le message, nous avons l'éducation, les publications, la défense, la promotion, les budgets, etc., qui ressortent en arrière-plan. Donc, c'est tout cela, mais c'est beaucoup plus des activités d'influence sociale et ou publique. Alors, nous avons pu résumer cela en disant qu'il s'agit ici d'initier un changement social et que c'est un processus délibéré de persuasion et de communication. Peut-être que j'aurais pu dire de communication et de persuasion. Bon, je ne suis pas sûr qu'est-ce qui vient avant l'autre, mais les deux, il faut absolument les deux. Et le but de ce processus, le but que nous visons à travers ce changement social, c'est d'emmener notre cible vers l'action. Donc, c'est d'arrêter, c'est de briser l'inertie. So, looking at the word cloud that we created, we can see in the foreground words like activities, influence, social, and public that appear very strongly. Of course, in the background, we have relationships, we have messaging, we have educate, we have process, we have defending, publications, government, promotion, etc. So these are all important, but the key words that we see in the foreground can be used to say that advocacy is about initiating social change. It is a deliberate process of persuasive communication. So we communicate, we try to persuade, and the aim of this process is to move towards action. So we want to break the inertia, we want to bring our subject or our target rather to act on something. So why is advocacy important? And I put down a few points. Advocacy is important because it helps us catalyze change. By conducting advocacy, we can catalyze change. And by doing that, we can allow voices to be heard that were not being heard. So maybe there are people who are being marginalized. Maybe there are species, like the sea turtles in this case, that are having issues or problems, and their voices cannot be heard where it matters. So advocacy is one way of carrying their voices towards the decision makers or the people who can
enable the change that is desired. It is also a tool for raising awareness on rights and infringements. When you do advocacy, often you find yourself educating people about their rights, or educating people about the rights of other people or other species, for example. And as you do that, you also bring out the infringements on these rights. Where are these rights being abused? So you highlight the existing rights and you highlight the abuses that are ongoing. You also facilitate mutual understanding, because sometimes you have two groups of people, those who are abusing rights and those whose rights are being abused. And sometimes they do not understand each other, even if they are talking to each other, but they are talking in a conflictual manner. So sometimes your role as an advocate is to facilitate understanding, better mutual understanding, so that they can come to an agreement on a way forward. And that agreement can become a policy, or that agreement can become the start of a change in their relationships, or it can become the change process that they will embark on together. And as you do advocacy, you definitely want to influence decision-making, especially with respect to public policy. You also want to promote the solution of problems. And one way you do that is by facilitating the participation of various stakeholders who can help you bring about the desired change. But the other thing that advocacy also does is sometimes it brings things out into the open. It provokes transparency about resources that are available, services that may be available. Perhaps the government has a policy whereby certain resources and services exist. They can become, or they can be made available, but they are not being, that information is not being shared to other stakeholders who need to use those resources and services. So sometimes the role of an advocate is to provoke transparency or bring about transparency about availability of these resources and services and how they can be accessed. So we can summarize all of these 6 points into the 3 words by the side. Advocacy is about informing, persuading, and then moving to action. So we could say that it is 3 steps. One, the first step is about information, collecting it, organizing it, analyzing it. The second step is about how you package that presentation and that information, and how you share or disseminate the information to your target audiences. And the last one is how the use of that information leads to effective action on the problem that you are trying to address. Alors, pourquoi est-ce que le plaidoyer est important? Tout d'abord, parce qu'il nous permet d'impulser le changement en permettant que des voix soient entendues qui n'auraient pas eu voix au chapitre. Donc, il existe des personnes, des communautés ou des espèces qui subissent ou qui ont un problème et dont ce problème ne sera pas entendu par ceux qui peuvent apporter des solutions. Alors, le rôle de celui qui a la charge de faire le plaidoyer, c'est d'amener ces voix à la discussion, à la table où les discussions se font, où les décisions se prennent. Le rôle de cette personne, je pourrais l'appeler un activiste. Le rôle de cet activiste, c'est aussi d'accroître les connaissances, la conscientisation par rapport aux droits et aux abus qui sont en cours. Donc, permettre aux communautés de savoir quels sont leurs droits, leur permettre aussi de reconnaître qu'ils sont abusés
mais également permettre à ceux qui font des abus ou ceux qui peuvent influencer cet état de fait qu'il existe des abus qu'il faut corriger. Donc, on a ce rôle-là en tant qu'activiste ou spécialiste du plaidoyer, de conscientiser notre environnement par rapport aux droits qui existent et aux abus qui sont en cours. Et notre rôle, c'est aussi de faciliter la compréhension mutuelle, parce que parfois, les différentes parties ou acteurs se retrouvent dans une situation de conflit et n'arrivent plus à s'entendre. Et une partie subit des exactions ou des abus de l'autre. Et dès lors, le dialogue n'est plus productif et une solution ne peut pas être retrouvée. Donc, on peut engager un plaidoyer pour les aider à mieux se comprendre, à comprendre les différentes perspectives et à travers cela, faciliter donc l'obtention ou le fait de trouver un consensus ou une feuille de route pour pouvoir faire avancer le problème qui se pose. Et de cette façon, nous arrivons à influencer des décisions de politique publique. Et très souvent, c'est ce que nous cherchons à faire, amener ceux qui prennent, qui élaborent les politiques nationales, régionales, voire internationales, à en élaborer qui vont aller dans le sens de résoudre les problèmes que nous identifions sur le terrain. Et donc, en ce faisant, nous voulons promouvoir la participation de tous les acteurs parce que parfois le problème qui se pose, c'est que des acteurs clés ne sont pas à la table de discussion, ne sont pas impliqués dans la prise de décision, ni même dans la mise en œuvre des décisions ou des solutions qui sont arrêtées. Donc, nous facilitons leur participation et nous facilitons la recherche des solutions. Enfin, notre rôle aussi parfois, c'est d'accroître ou d'apporter de la transparence par rapport à l'existence des ressources ou des services qui pourraient exister, mais dont l'information aurait été occultée, ne serait pas parvenue à ceux qui en ont besoin pour pouvoir entreprendre des actions de solution de problèmes, de développement, etc. Et donc, en apportant cette information, ceux qui ont besoin de ces ressources savent maintenant que ces ressources existent, savent où trouver ces ressources, peuvent aller demander ou exiger, selon le cas, avoir accès à ces ressources. Et nous résumons toutes ces raisons en disant que quelque part, nous pouvons résumer à travers 3 étapes. L'étape de l'information, donc c'est aller vers l'identification de l'information, la collecte de l'information. L'étape de la persuasion, qui est le fait d'organiser cette information, de pouvoir transmettre ou disséminer cette information afin d'influencer les pensées, les attitudes. Et enfin, l'étape d'impulser donc l'action réelle sur le terrain. Donc, nous pouvons résumer à travers ces explications pourquoi le plaidoyer est important. Il est important parce qu'il nous permet de collecter l'information, d'organiser cette information, de l'utiliser pour persuader ceux qui ont le pouvoir décisionnel à entreprendre l'action qui est nécessaire. So advocacy is important because it allows us to gather information and package it such that we can persuade or influence decision makers to actually act with respect to a given problem that we have identified on the ground. That brings us to the question of, does sea turtle conservation require advocacy? So to answer this question, I did 2 things. One, I went into the scoping study for sea turtle conservation in West Africa that we did under our previous projects.
And I tried to look at it to see why might we need, are there problems that might require advocacy? So I picked up 3 things. One, there are threats to sea turtles and to their habitats. These threats include plastic and other pollution, beach erosion or degradation, poaching and trading, but also domestic animals that eat their eggs, the sea turtle eggs. The report also said there are low levels of awareness and or community engagement for addressing these issues. And there are problems of absence of resources for sea turtle conservation. So these are 3 problems that I identified in the report. But I asked myself, that was a report, but you are the specialist on the ground. What if I asked you this question? So I sent out, we sent out to you a monkey survey, and a number of you responded to these questions. What are the issues or the problems around sea turtle conservation in West Africa? Why do they require advocacy? Who should be targeted? What messaging is proposed? I did not analyze those questions because I got the answers back only today, but I will show you some of the answers you gave for the question of what are the issues around sea turtle conservation in West Africa. Donc, à la question de savoir si la conservation des tortues marines a besoin d'un plaidoyer, j'ai souhaité procéder par 2 approches. Tout d'abord, d'aller regarder le rapport d'études régionales sur la conservation des tortues marines qui avait été fait par une d'entre vous ici, je crois c'est Christelle. Non, je ne crois pas, c'est Christelle. Et j'ai pu extraire de ce rapport 3 problèmes ou 3 problématiques qui pourraient bénéficier d'un plaidoyer. Un problème étant qu'il existe des menaces directes aux tortues marines, indirectes à l'habitat des tortues marines. Ces menaces incluent la pollution plastique et les autres formes de pollution, l'érosion ou la dégradation des côtes, des plages, le braconnage et le commerce des tortues, de la viande de tortue, des tortues vivantes ou des œufs de tortue, et la destruction des œufs par les animaux domestiques. L'autre problème qui a été souligné, c'était les problèmes de conscientisation des communautés et de manque d'engagement ou d'insuffisance d'engagement dans la résolution de ces problèmes. Je pense que certains parmi vous, je vais vous montrer les réponses que certains parmi vous avaient proposées à la première question. Alors, vous avez dit, j'avais posé la question de savoir quel est le problème principal. Si on vous demandait quel est le problème le plus important. Alors, certains ont dit c'est le manque d'éducation, de sensibilisation et d'engagement des pêcheurs et des communautés de façon générale par rapport aux questions de conservation. C'est le braconnage, plus spécifiquement le braconnage des tortues marines. Et une personne a dit que le problème se situe au niveau du fait que le plus grand groupe de consommateurs de viande de tortue sont des personnes, des citoyens urbains, et qu'il y a déjà du plaidoyer, mais ce plaidoyer se limite davantage aux zones côtières. Je comprends par là que la personne veut dire en milieu rural et pas urbain, et donc qu'il y a un plaidoyer, mais qui est mal ciblé. On pourra revenir là-dessus plus tard. Qu'il y a
qu'il faut un engagement des communautés et une sensibilisation continue sur l'importance de la conservation des tortues marines. Donc, voilà ce qui a été proposé comme problème primordial. Et comme problème secondaire, les poissons sont consommés par ces espèces et donc le déclin en stock de poissons amène les pêcheurs à s'attaquer à ces espèces. Donc, si je comprends bien, les pêcheurs perdent des filets. Ils estiment qu'ils perdent une bonne partie de leur pêche. Et donc, ils s'attaquent aux tortues marines pour pouvoir se faire quand même un peu d'argent. Et qu'il y a l'application de la loi, elle est faible. En même temps, il y a la pollution plastique, la pollution de l'environnement marin, et qui devient une menace pour tout ce qui est vie marine, tout ce qui est vie aquatique. Et puis, une personne a estimé que les messages qui existent ne ciblent pas les jeunes et sont un peu trop généraux. Et la dernière personne a dit qu'il y a des activités humaines, il y a un excès d'activités humaines sur les plages où les tortues viennent, les plages de ponte. So your answers were that the most important problem were those that you can see: lack of education, sensitization, and engagement with fishermen and general communities on conservation issues, but also problems of poaching in general and poaching of sea turtles specifically. And one person said that we are doing advocacy, but the advocacy is restricted to coastal areas, so maybe rural areas, rather than doing our advocacy in urban areas where the bulk of the sea turtle meat is being consumed. So we are not attacking the problem at its root. And that is important to note, because later when we think about how to improve on our advocacy, we can come back to these comments and use it to discuss how we can do better. Someone also said community engagement. So there's a lack of community engagement, or it is inadequate, and we need continuous awareness on the importance of sea turtle conservation. But then there are other problems. These were the primary ones. The secondary ones are that fishermen find that they lose their their catch when their nets are destroyed, and so they attack the turtles, or they capture the turtles to sell them and offset their loss. And that, coupled with the weak enforcement, becomes a problem, especially when it is compounded by plastic pollution in our marine environment, causing threat to various marine life forms. Someone also said that the messaging should target the youth, because at the moment it is not targeted, it is broad-based. And one last person said there are excessive human activities along the sea turtle nesting beaches. So this is just for us to come back to the question of, does sea turtle conservation need advocacy? And I think that the answers you have given through the Survey Monkey are pretty much the same answers that came out of the report that was done by Christelle. So it is confirming the issues that report raised. And I want to insist on these issues, on the problems, because we cannot do advocacy if there is no issue, if there is no problem. So the starting point of any advocacy is the identification of a genuine problem or issue. J'insiste donc sur les questions de problèmes à résoudre, problèmes qui se posent. Et je trouve que les réponses qui ont été données à cette première question, quels sont les problèmes, sont pratiquement identiques aux problèmes que le rapport de Christelle avait soulevés. Nous trouvons que vous avez en quelque sorte validé ce que Christelle disait dans son rapport, qu'un certain nombre de problèmes existent. Et je précise que le plaidoyer ne peut exister s'il n'existe pas de problème. Il faut un problème pour qu'on puisse
élaborer une stratégie ou une intention de faire un plaidoyer. Alors, comment faire le plaidoyer? Ce que j'ai essayé de faire ici, je ne pense pas être un plus grand spécialiste du plaidoyer que vous. Je pense que chacun d'entre nous en a fait à différents moments et à sa façon. Mais j'ai essayé de compiler une liste d'outils et de techniques qui sont utilisés pour faire le plaidoyer dans différents cas de figure. Et vous pourrez choisir selon le plus approprié dans votre contexte, selon les ressources dont vous disposez en personnel, en finances, en équipement, selon l'accès que vous avez aux médias, par exemple, ou à différents réseaux d'influence ou aux décideurs. So I'm just saying that I don't consider myself a bigger expert in advocacy than the rest of you. I am sure that each of you and myself, we've all tried to do advocacy at different levels, at different moments, and in different ways. So what I have tried to do is to pull together a list of different tools and techniques that you can use as a checklist, and you can pick from these when you need to do your advocacy. You would make your choice based on your context, based on the human resources you have and the competencies they bring, the number of staff, but also the financial resources you have to acquire other resources, the types of access you have to the media or to influence groups or to decision makers. So what tool you use depends on the resources you have access to. What is important is knowing that there are all these different types of advocacy tools or techniques, and then you can choose the ones that you think you can use in your context. So lobbying is one of them, where you have people who are close to the decision makers, perhaps in parliaments, perhaps close to the ministers, perhaps close to the decision makers in regional institutions. And these people have access to them on a regular basis. These people are listened to and can lobby for your ideas to be considered when laws are being passed, when bills are being discussed in parliaments. You can use press releases. Sometimes you organize a workshop and you have a key message you want the public to be aware of. You want to inform the public and you talk to the media, you issue a press release. I'm sure many of you have done that once or twice. So you define the contents. The message is defined by you. You release the press release to the press and you allow the press to write articles from that press release. So you will flood the media environment with your message, which will be picked up by different press channels. You can do human change. So people gather somewhere, hold hands, take pictures, put it on social media, and you have signboards or writings on your chest, and you say, we are doing a human change in support of a certain community or in support of certain species. This is a way of carrying the voice of that community and making people note that you are taking or you want them to take action. You could have litigation. Litigation is actually going to court. So you can take the government to court, you can take an NGO to court, you can take a person, an individual to court, you can take people to court for poaching sea turtles. You can take people to court for destroying habitat of sea turtles that has been declared maybe a Ramsar site or that has been declared a protected area. So if you have the information, you can go to court with that information and take legal action. You can use information and education and communication systems to mobilize public support. So you bring those who are supporting or
protecting sea turtles to one table, who are destroying the habitats to the table. You bring those who have decision-making power to the table. So I will take an example here in Ghana with the extension of the Tema Harbor that is destroying sea turtle nesting sites. You can bring the people who are funding that harbor extension to the table with those who are implementing it and those who are protecting sea turtle nesting sites, and government who has decision-making power on whether that harbor extension should go on or should stop or should be done in a different manner. You can bring them all to the same table and have them share their experiences. This is where we were talking about advocacy is also about facilitating mutual understanding. Perhaps those people don't understand why you are defending the sea turtles or why it is important to protect the sea turtles. Perhaps when they understand why, then they can discuss offsets or they can modify the initial plan for the extension. Perhaps if we understand also the challenges that they are having, we can make suggestions to them on how to do the extension of the harbor, and then we would find a solution which would be good for the sea turtles. So that is also advocacy, bring them all to the table. You can write petitions and you ask people to sign up to that petition. We need 10,000 people to sign up to a petition to stop the extension of Tema Harbor. And we put that on social media and we have people signing up and we share that far and wide. We make the decision makers see that there are 10,000 people who share this idea, who share this belief, who are committed to making this happen. And perhaps that will make them take a step back and change their decisions. They might have declared that a certain beach is going to become a site for a hotel, but you engage, you write a petition, you get people, take all the traditional rulers, you get a number of political party members, you get all the ecological and conservation agencies to sign that, you get many high-profile people to sign that petition, and suddenly government is afraid to continue with the hotel projects. They decide, okay, we will do this hotel elsewhere, and this sea turtle nesting site is safe. So that is petition. You can take advantage of public events. You go to attend a public event. Perhaps it is a workshop, a conference, and you meet people whom we call duty bearers. So maybe the director of wildlife. He bears duty on behalf of the state. He's not the decision maker, but he is the person who implements the position of the state, and he has the ear of the state. You go to this workshop, you meet him. That is a very good opportunity for you to talk to him, for you to convince him to carry your message. You can organize boycotts of meetings, of activities that government or some decision maker has invited you to. You can organize marches, strike actions. You can write policy briefs. So there are many different ways, and I'm sure there are other ones, other tools that you are aware of that I have not listed here. But I hope this gives you an idea, at least for those who did not know all of these. Maybe you have some additional tools, or maybe now you can better understand some of the tools that can be used. Je suis en train donc de parcourir cette liste pour dire qu'il y a un large éventail d'outils. Il y a le lobbying, que vous connaissez peut-être, où vous avez des personnes qui sont spécialistes souvent de l'accès auprès de nos parlementaires, de nos sénateurs, de nos ministres, et ils sont écoutés par ces derniers, et ces derniers les consultent souvent quand ils veulent élaborer des politiques publiques. Et donc, si nous, on a accès à ces lobbyistes, nous pouvons transmettre nos messages à travers eux vers ceux qui prennent les décisions sur les politiques publiques.
ceux qui ont vécu aux États-Unis ont une très bonne compréhension de cela. C'est un système qui est beaucoup utilisé là-bas, mais qui peut marcher aussi dans nos pays. Nous pouvons élaborer, je ne suis pas sûr comment on appelle ça en français, press release, c'est des notes d'information des médias. Donc, nous, on élabore une note médiatique qui porte le message que nous voudrons transmettre. Et cette par des articles dans différents médias, dans des journaux, à la télé, dans la radio, etc. Et ça nous permet de mettre ainsi la pression sur les décideurs par rapport à un problème que nous soulevons, ou bien ça nous permet d'informer un problème à bras le corps, nous faisons des pancartes, nous écrivons sur nos tricots. Les habitats de ponte de nos tortues ou bien qui braconnent et qui trafiquent de manière directe nos tortues. Donc, cette option existe. Souvent, nous n'y pensons pas, mais c'est une option qui existe. Si le pays en question a des textes législatifs qui disent ou qui définissent ce qui est illégal ou qui disent carrément qu'il est illégal d'attraper, de tuer, de commercialiser les tortues et les œufs, nous pouvons, si nous avons les preuves, aller vers des procédures judiciaires. Donc, ça existe, c'est une possibilité. Tout comme nous pouvons créer des campagnes médiatiques dans les réseaux sociaux pour mettre la pression sur les décideurs ou alerter le public. Mais nous pouvons aussi jouer davantage le rôle de facilitateur de dialogue. J'en ai parlé tantôt et j'ai pris l'exemple du port de Tema, ici au Ghana, qui est en pleine extension et dont l'extension touche à des zones, des plages de pontes de tortues marines. Alors, dans un cas de figure pareil, il est possible d'emmener tous les acteurs à la table de dialogue, dont le bailleur de fonds du projet, le financeur du projet, l'agence d'exécution du projet, les organismes ou les ONG de conservation, les communautés riveraines ou côtières, pour discuter de cette extension, des problèmes que ça pose aux tortues marines. Et peut-être que ceux qui mettent en œuvre le projet ou ceux qui financent le projet n'étaient pas suffisamment informés, n'étaient pas conscients de ce que ce projet apportait comme problème à la survie des tortues marines et donc aussi à la survie des pêcheurs, à l'économie nationale, etc. Et donc, en facilitant un dialogue entre toutes ces parties, on a la possibilité que le projet puisse se faire, mais se faire peut-être ailleurs, qu'il puisse se faire, mais qu'il y ait d'autres zones qui soient mises de côté pour protéger les tortues marines avec des financements de ce projet, donc un offset, ou encore que les défenseurs des droits de cette tortue marine puissent comprendre pourquoi le projet est important, mais puissent donner un conseil sur des options de mise en œuvre de ce projet qui seraient moins néfastes pour les tortues marines. Donc, amener les gens autour de faciliter le dialogue est une forme ou un outil de plaidoyer. Faire des lettres auxquelles on demande à un grand monde de signer, d'adhérer, donc une mobilisation autour d'une lettre. Ça s'est fait aussi dans les réseaux sociaux et dans les médias, et c'est un outil qui est très utilisé. Mais aussi, profiter du fait qu'on soit à une conférence pour rencontrer des décideurs ou des personnes qui exécutent les politiques publiques et ont les oreilles des décideurs. On peut décider aussi d'organiser des boycotts, des actions de grève, des marches. On peut rédiger des notes
de politique. Et donc, il y a beaucoup plus d'options, d'outils et de techniques au-delà de ça. Je suis sûr que vous en avez expérimenté et on en reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais je voudrais dire que le plaidoyer doit être basé sur les évidences. Ces évidences par rapport aux problèmes que l'on veut résoudre, par rapport aux réalités sur le terrain, par rapport aux risques dans l'avenir. Il faut des évidences de tout ce que nous disons dans notre plaidoyer. Je prends pour illustrer le fait que lorsqu'un arbre tombe en forêt, lorsqu'il y a un chablis et qu'il n'y a personne à côté pour l'entendre, nous posons la question de savoir si cet arbre a fait du bruit, a fait un son en tombant. On pourrait dire non, dans le sens que personne n'a entendu ce son. Et pourtant, il y a eu un son. Mais comment donc trouver l'évidence de cela? Capturer soit des images, soit de l'audio, soit d'autres preuves que l'arbre est tombé. Parce que si nous allons dire qu'il y a un arbre qui est tombé et que le décideur Science is the cornerstone of advocacy. If you want to do advocacy, you have to start by getting the evidence. Evidence that there is a problem, evidence of what the problem is or how serious the problem is, evidence that the problem will have negative impacts in the future. And that is what you have to be able to share with those who can make decisions. So I take the example of a tree falling in the forest and there was no one around to hear it. So I ask you the question, did that tree make a sound? For the decision maker who is not in the forest, who did not hear it, it is the same thing as if the tree did not make a sound. But you can capture the evidence and bring that evidence to him so that he is forced to acknowledge that a tree fell. Perhaps you can get imagery, pictures, videos, or audio, or some other form of evidence that you can bring to him to prove that there was a tree that fell in the forest. That is what we mean by advocacy. So there is always the need to provide that evidence to justify what you claim to be an issue. So I will come back to the question we asked before of why do we need advocacy? The main purpose of evidence in advocacy is to prove that there is a need for something tangible to be done about the issue. Then to demonstrate in a way that cannot be argued against how that issue is or is already affecting or can negatively affect something or the topic we are discussing. So evidence is the surest way to influence policy change or social change. And evidence helps us to affirm our attribution of change to our advocacy agenda when the change happens. So we take evidence before the change process. We continue collecting evidence while we do our advocacy, and the different sets of evidence that we collect will help us prove later that it is our advocacy that brought about a certain result. Donc, il y a toujours un besoin de fournir des évidences, des preuves pour justifier ce que nous apportons comme postulat, ce que nous déclarons être un problème. Et du coup, l'objectif premier de l'évidence dans le plaidoyer est de prouver tout d'abord qu'il y a un besoin réel d'action tangible autour d'une problématique. Ensuite, de démontrer de façon irréfutable comment cette question ou ce problème pourrait affecter de manière négative le sujet
autour duquel nous sommes en train de discuter. L'évidence est donc le moyen le plus sûr d'influencer le changement public ou le changement des politiques. Et donc, l'évidence nous permet d'affirmer en quoi c'est notre action de plaidoyer qui aura abouti à un résultat donné. Si tant est que nous collectons l'évidence de la situation avant notre à notre action de plaidoyer ou à d'autres actions, même qui pourraient ne pas faire partie de notre plaidoyer. Il est important de comprendre recherche et analyse des politiques. Nous avons là les chercheurs qui font de l'apprentissage, qui font des réflexions, ils sont dans leur domaine académique, recherche, science. Mais nous avons aussi, et c'est eux qui génèrent les évidences, mais nous avons aussi la sphère politique, ceux qui sont dans la gouvernance nationale, locale, etc., et qui s'impliquent dans le jeu politique, mais aussi dans l'élaboration des politiques et des textes législatifs. Alors, il est important que ces évidences qui sont générées par les chercheurs, les académiciens, puissent arriver au niveau où les politiques sont élaborées. Mais parfois, les chercheurs n'arrivent pas à communiquer avec les politiques. Alors, c'est là où nous avons besoin des hommes de médias, des spécialistes de plaidoyer et de réseautage. Parce que ce qu'eux, ils vont faire, c'est d'interagir avec les chercheurs et de fournir le lien qui est nécessaire entre l'information scientifique, les échanges, la validation et convertir cela en campagne de lobbying qui va apporter des influences externes permettant que les politiques puissent être influencées. Donc, de façon illustrée, j'essaye d'expliquer les différentes sphères d'influence et comment il faut des interactions à différents niveaux pour qu'on aboutisse effectivement à influencer les politiques publiques. So, I am using an illustrated model to demonstrate that there are different spheres of influence. You have the sphere of researchers and people who do learning and thinking. These could be NGOs, they could be universities, they could be research institutions, etc. They generate a lot of evidence, but often they have challenges in being able to communicate that in a way that politicians and decision makers can understand. Sometimes we who belong to that group of people, we are so taken up in our research, we understand what we are doing that we don't have the right words, or we don't have the patience or the right approaches to be able to transfer that knowledge that we have into the policy-making arena to be able to influence policy processes. That is why we need to interact with another sphere of influence that is animated by media and advocacy people and networks for advocacy. They provide the links that we need between our scientific information, so they allow us to exchange information between different stakeholders to validate that information and make sure that our evidence is confirmed, and they convert that into campaigns and lobbying that will bring about external influences to affect or to influence the policy making processes. So still talking about influence, and just to make it more practical,
the kind of evidence that you need to gather would include research findings. So you might do a study. It might be a scientific study. It might be a social experiment. It could be a development activity, but you have made observations. It could be analysis of the impact of development on a certain community, on a certain ecosystem. It might be research on policies and policy impacts. But these are all research findings that you can generate. It can be findings from the media. You can analyze what the media is saying about an issue. You can analyze how much an issue is coming up in the media, how it is trending or not in the media, the fact that it might be absent from the media and it needs to become mainstreamed in the media. So that can be an advocacy issue. You can use videos to capture evidence. One example are investigative videos. There are people amongst you who are specialized in undercover investigations with hidden cameras, and you can show what those hidden cameras brought out. You can document case studies from communities on the ground, rights holders or poor people, vulnerable communities. And you can bring those case studies to conferences. You can publish those case studies. You can take pictures, audios, copies of publications, newspaper clippings, or Facebook posts, Twitter, Instagram posts. Those are different forms of evidence. Et donc, les différentes formes d'évidence qui sont utilisables dans le plaidoyer, c'est les résultats de recherche scientifiques, et ça peut être des études ou des analyses sociales, des analyses du développement et des impacts de ce développement sur des communautés humaines ou sur des écosystèmes ou sur des communautés animales ou écologiques. Ça peut être de la recherche, des résultats de recherche sur l'impact des politiques qui ont été élaborées et qui sont mises en œuvre. Ça peut aussi être l'analyse des médias, des messages qui sont portés par les médias, peut-être parce que c'est ce qui est actuellement répandu dans les médias, ou plutôt, il y a un manque de messages sur une question donnée dans les médias. Et nous voulons donc que les médias puissent porter davantage ce message. L'évidence peut aussi être sous forme de vidéos simples, vidéos d'investigation. Il y a des cas d'études qu'on peut documenter en parlant à des individus. Il y a des photos, il y a des audios, il y a des publications photocopiées, il y a des journaux qu'on peut collecter. Il y a aussi des posts sur Facebook, Twitter, Instagram qu'on peut copier également et qui peuvent servir d'évidence. Le plus important, c'est comment nous utilisons ces évidences, comment organiser ces évidences pour proposer un message et pour l'intégrer dans une stratégie de plaidoyer. So what is important is how we use these different forms of evidence, how we package it to generate the message that we want to transmit, and what strategy we build around this evidence to be able to get our message to the people. So talking about strategies, I will present this slide just to show you the cycle of advocacy, or the advocacy planning cycle, where we start by identifying the issues, and we have discussed some issues. We analyze the context around the issues. What are the root causes of these issues? What does the media think about these issues? What do the decision makers and policymakers think about these issues? What does the general public think about these issues? And are there people who want to do something about these issues? Are there rules within this context or environment that we could use to do something about these issues? So that's how you analyze the context. Based on that, you set your objectives that are realistic, because sometimes
in advocacy, we also need to learn not to be over-ambitious. Sometimes we need to learn to go step by step. Perhaps within a 3-year period, we have a first objective. There's a bigger objective, but we will not tackle it within the first 3 years. We might have a short-term, a medium-term, a long-term objective. So we set our objectives based on the time, based on the resources we have. We do a stakeholder analysis, and I will come back on that. After our stakeholder analysis, we identify who are the people we can use to carry our message. And then what is that message that we want to give these people to run with? What tools are we going to use to get the message across? What tools will our messenger use to transfer our message? And how are we going to monitor whether our messenger is effective in transferring the message and whether the message is achieving the result that we desire? Based on all of this, we draw a work plan and we go ahead to implement our activities. Donc, on parlait de stratégie et je présente donc ce diapo pour démontrer comment les évidences rentrent dans une stratégie d'ensemble de plaidoyer. On commence donc d'abord par identifier le problème ou la problématique. Nous analysons le contexte pour savoir quel est le problème, comment le problème est perçu par les médias, comment le problème est perçu par les décideurs, comment le problème est perçu par le grand public, et y a-t-il des personnes qui souhaiteraient une solution à ce problème? Existe-t-il des voies de recours, existe-t-il des lois, des politiques qui pourraient être utilisées pour chercher des solutions? Il y a plus que ça, mais il faut analyser le contexte parce que c'est en fonction de cela qu'on peut définir ensuite des objectifs qui sont réalistes. Et il faut que ces objectifs soient des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Parfois, on est trop pressé. Certains processus ont besoin de temps. Il faut donc différentes échéances et différents objectifs selon ces échéances. Ayant défini nos objectifs, il faut analyser les acteurs dans le milieu. Qui sont ces acteurs? Et je reviendrai là-dessus dans plus de détails. Mais quand on comprend les intérêts des différents acteurs, cela nous permet, entre autres, d'identifier le messager ou les messagers que nous pouvons utiliser, mais aussi le message que nous voudrons véhiculer. Ça nous permet aussi de choisir les outils que nous pouvons utiliser, de concevoir un plan de suivi, de monitoring, de l'effet de notre plaidoyer et donc de pouvoir proposer un plan de mise en œuvre ou un plan de plaidoyer. Et puis nous avançons au stade, à l'étape de la mise en œuvre de notre plaidoyer. J'arrive ici et je vais m'arrêter quelque temps juste pour demander que nous puissions revenir sur les questions, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le plaidoyer pour la conservation des tortues marines. Je voudrais qu'on prenne 5 à 10 minutes pour échanger autour de ces 3 questions. Quels sont les problèmes qui ont besoin d'être résolus? Et je pense que là, on en a, je vous ai présenté les problèmes déjà venant du rapport, mais aussi venant de vos réponses. Je voudrais qu'on discute un peu, que vous échangez entre vous sur, connaissant le problème, quels sont les changements que nous souhaitons. Et j'espère qu'on peut avoir quelques-uns d'entre vous dans le chat. Écrivez déjà les réponses à ces problèmes. Quels changements souhaitez-vous? Parce qu'on peut connaître le problème, mais si on ne connaît pas la solution qu'on veut, on ne peut pas bien élaborer une stratégie de plaidoyer. Donc, il faut être clair, précis sur le résultat qu'on veut comme changement. Donc, je vous demande d'aller juste dans le chat. Il y a plusieurs problèmes que nous avons énoncés, les problèmes de braconnage, les problèmes de perte ou de dégradation, destruction des habitats des tortues marines, les problèmes de manque de ressources,
les problèmes de faible application de la loi. Voilà des problèmes, on en a discuté. Prenez pour chacun d'entre vous, prenez pour quelques-uns de ces problèmes et dites, écrivez dans le chat, pour tel problème, je souhaite voir tel changement. So what I'm requesting at this stage is an exercise. Please open the chat box. Based on the problems that we already identified in the scoping study report and in your responses to the SurveyMonkey questionnaire, we highlighted problems of poaching, destruction or degradation of the nesting sites, pollution, but also weak enforcement, lack of resources for sea turtle conservation, a good advocacy plan. So I'm going to give 5 minutes for each of you to think about a problem and then go in there to the chat box and just write the problem, write the change that you want to see. Think in terms of this is the problem, this is what I want to see as change in 5 years' time or in 2 years' time. So I'm giving you time for that, 5 minutes or less. Perhaps in 2 minutes, I'll check whether we are done. And then if you need more time, I'll give you more time. Can you all hear me? If you can hear me, please, and I'm asking you to write in the chat box, the meeting chat. Yes, we can hear you, Michael. Bonjour. Bonjour, Michael. with respect to that problem. Bonjour. Oui, comment vous allez? Je n'ai pas bien entendu les instructions là. Les instructions à ce stade, c'est d'aller tout en haut de votre écran. Vous allez voir la bulle qui vous permet d'écrire ou de converser, de communiquer, le chat. Vous cliquez, vous rentrez dans le chat et vous allez écrire un problème. Nous en avons parlé de plusieurs tout à l'heure. Prenez un problème qui se pose par rapport à la conservation des tortues marines et qui vous tient à cœur. Écrivez ce problème et dites, par rapport à ce problème, je souhaite voir tel changement. Je veux un changement spécifique que vous voulez voir. OK, bien reçu. Je vais donner 2 minutes pour que chacun ait le temps d'écrire. I'll give 2 more minutes so that each of you can write. One person has already started. Please add your comments, add your own problem and change that you would like to see.
Hello, Mike. Your mic is muted. Sorry, thank you very much. I was saying for those of you who have not been able to write yet, don't worry. Let's look at what others have written. The purpose of this exercise is for us to think about these questions. So we can use what has already been put there to think. Le but de cet exercice, c'est de nous aider à réfléchir autour des problèmes qui sont posés par ceux qui ont pu écrire déjà pour pouvoir identifier un problème et commencer à réfléchir à la solution que l'on souhaite. C'est la première étape du plaidoyer. So, I will pick one of them. So let me take this one. Cedric Ingrid says that one problem is the weak enforcement of the law. And what he would like to see is a revision of laws, because he's saying they are inappropriate and there is corruption. So I think basically the change he wants to see is that he wants to see, I am helping him rephrase the change. He wants to see laws that are current and appropriate, and he wants to see effective implementation of those laws. So the problem is that there's weak implementation of laws. He wants to see effective enforcement. Perhaps the problem is that the laws date from 1960s. The change we want to see are on the current realities. Those are two. Voudrais prendre la parole pour juste donner son idée par rapport à un problème et un changement. La parole est ouverte à celui ou celle qui souhaiterait la prendre. Is there anyone who would like to share his or her idea on a problem and a change that they would like to see? I'm opening the floor for anyone to take the floor and share their idea. Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Is that Francis? Yeah, this is Francis. Okay, so Francis, you have the floor, and after you, we will have Isidore. Okay, so here in Lagos Lagoon, we are the sea turtles are faced with poaching and lagoon pollution, particularly sawmill. What I mean by sawmills is people engage in rafting and wood transportation. So these activities tend to pollute the lagoon and make it unsafe and unhealthy for both the marine and other community dwellers. So we are looking at the government embarking or championing more entrepreneurial or skill acquisition programs that would help provide a more meaningful, decent, and sustainable means of livelihood for these perpetrators as well as community dwellers. Because one thing is for you to provide an alternative means of livelihood. Otherwise, some of these community members would see this as their only means to survive, which at the end of the day would have an adverse effect on the marine life as well as the sustainability of the lagoon in which they reside in. So I think the change that we are looking at is for the government to promote, support, and inaugurate more empowerment programs to enable these
members or the perpetrators to be meaningfully engaged in sustainable activities. So I think this is what we anticipate here, and we hope that the authorities and relevant stakeholders will take note and bring about the desired change. Okay, thank you very much. So what I take away from your intervention is that the real problem is that government is not doing enough or is not doing its part in providing livelihood options to those communities that are environmentally friendly. That is the problem. Exactly. The result of that problem is that the communities are choosing their own solutions, and those solutions become a problem to the health of the lagoon ecosystem that you are trying to protect. So the change you want to see is you would like to advocate for governments to invest in new, different, alternative livelihood options that are environmentally friendly. I am very happy with that response. Thank you very much. Let's take Isidore and hear what he has to say. Ok, merci beaucoup Michael et merci à tous les participants. Moi, je suis... Isidore, sorry, permets-moi de traduire pour les collègues. J'ai oublié de traduire pour les francophones. Francis a expliqué que il a des communautés autour de la lagune à Lagos qui font des activités de bois, de production des radeaux et autres, et qui salissent ou qui polluent la lagune, ce qui est néfaste pour la vie aquatique, y compris les tortues marines. Et donc, ce qu'il préconise, c'est que l'État puisse apporter des options de moyens de subsistance alternatives qui ne polluent pas et qui permettent à la lagune d'être protégée, conservée dans toutes ses fonctions écologiques. Donc, le problème, en fait, c'est l'incapacité jusque-là de l'État à assumer son rôle de fournisseur d'options pour ces communautés. Et ce problème provoque un second problème de pollution dans la lagune. Et il veut donc que l'État prenne ses responsabilités et vienne résoudre le problème primaire. Donc, ayant traduit, Isidore, merci, tu as la parole. Merci beaucoup, Michael. Moi, c'est Isidore Amahoyo Goudje, je suis de l'UICN, je suis expert en lutte contre la criminalité phonique. Alors, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de participer à cet atelier, parce qu'au niveau de l'UICN, au niveau du programme gouvernant réseau des aires protégées, nous avons un certain nombre d'actions qui renforcent les actions des acteurs du terrain sur la conservation de quelques espèces, dont les tortues marines. Et nous avons également même un atelier et que nous envisageons au Bénin qui va sur les mêmes thématiques, mais beaucoup plus orienté sur la conservation ex situ et la translocation des tortues marines. Qui fait partie donc des options aujourd'hui et qui contribue à la lutte contre les menaces. Aujourd'hui, je suis très heureux d'entendre toutes ces menaces qui sont sorties de l'étude dont a parlé Michael, mais également les menaces qui sont partagées par certains participants. Donc moi, je vais dire, pour répondre à la question de Michael, que surtout pour cette menace liée au ramassage des tortues, des œufs des tortues marines. Et les œufs sont ramassés et également des tortues sont tuées. Michael l'a expliqué. Et ce que nous remarquons de façon globale, c'est que la loi n'est pas appliquée. La loi est faiblement appliquée pour ce qui concerne les tortues marines. On préfère appliquer la loi pour les éléphants, pour les grands mammifères, mais l'application des lois pour ce qui concerne les espèces marines, c'est vraiment faible. C'est minimisé. Donc, il faut travailler à renforcer ça. Et cela va passer par la sensibilisation, l'engagement. Il faut trouver les moyens pour engager davantage les agents d'application des lois qui sont les administrations en charge
de la conservation des espèces au niveau des pays, pour leur montrer qu'il n'y a pas que donc des grands mammifères, mais il y a également des espèces marines qu'on doit protéger. Merci, Zidon. Je vais, permets-moi de te couper là, dans l'intérêt du temps. Je relève que tu as posé un problème d'insuffisance de l'application de la loi pour ce qui est des tortues marines par rapport à d'autres espèces. Donc, tu souhaites que les agents de l'État prennent davantage à bras le corps les questions de tortues marines qui ne le faisaient jusque-là. Super. So what he is raising is that sea turtle conservation is not benefiting from the same level of engagement by government staff as elephant conservation, for example, and other species conservation. So the change he wants to see is greater consideration, more engagement of wildlife and forestry agents on sea turtle conservation. I want the next two people to be very brief, very, very brief, okay? 1 minute for us to finish with the next two people. So Peniel, and then after Peniel, Hope, and then we stop this exercise and we go on. So Peniel, please be very brief. Ok, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, je me représente, je suis Peniel Dada, je suis un membre de l'ONG Nature Tropicale. Par rapport à l'exercice qui nous a été donné, je n'ai pas pris directement nous n'avons pas pris peut-être directement un problème déjà évoqué dans la présentation, mais on a plutôt préféré évoquer un cas spécifique qui est pour le Bénin. Et là, je suis en train de parler des Kelly, qui sont des pêcheurs artisanaux, des pêcheurs qui exercent normalement sur le lac, mais qui les ont reconvertis en pêcheurs marins et qui ont commencé par utiliser la technique de pêche qu'on appelle chalut-bœuf. Donc, il y a deux embarcations qui se mettent ensemble et tirent des filets. Et donc, en fait, cette technique-là, la manière dont ils les utilisent ici, ils raclent les fonds marins en cherchant des crevettes grosses, je crois, et aussi détruisent tout sur leur passage. Dans le même moment, pendant la période de nidification où les tortues doivent venir sur la plage pour pondre, ils utilisent aussi cette technique qui s'emprisonnent dans le filet et à la longue, voilà, à la longue, tue les tortues. Cette saison, on en a vu beaucoup. Quel est le changement que tu veux voir? Et ce que nous espérons, pour solution, voilà, c'est que on a d'abord constaté un manque d'application, de contrôle au niveau des va-et-vient de cette pirogue lorsqu'ils veulent transiter par l'embouchure pour entrer sur le lac. Voilà, donc tu veux voir voilà, l'État empêcher ou arrêter cette façon de faire la pêche. Voilà. Oui. OK, voilà, merci. Voilà, je vais traduire. So he's saying that there are fishermen. Voilà. Des pirogues et aussi la réglementation. S'il te plaît, on va gagner en temps. On a encore beaucoup à discuter. Hein? So he is saying that there are fishermen applying a technique where two canoes pull a net between them and pretty much drag that net and capture everything from the bottom up and across the breadth of those two canoes, even when turtles are trying to nest. And so what he wants to see as change, he wants government agencies to put an end to this practice or this mode of fishing and to do inspections of boats to be sure that they have not been capturing turtles and other species that they should not be capturing using that technique. Last intervention, Hope. Can you be brief, please? Yeah, thank you for the opportunity for me to speak. For me, I think the turtle nesting areas should be designated as protected areas. And before you can do that, then there should be adequate community engagement. When the people understand properly, when they are adequately engaged, when they understand what it means to have those areas as protected areas, then they can comply. I want to see that change. And it is all about policy and government agencies doing what they should do. Thank you. So if I get you well, you are saying there is no specific government policy to make sure that communities are sensitized and agree to
designing protected areas. You want government Yes. to put those policies in place and designate the protected areas. Thank you, you have been very concrete. Correctly. Alors, elle Thank you. pose comme problème le fait qu'il n'existe pas des politiques qui ciblent spécifiquement l'implication des communautés et des autres acteurs dans la désignation des aires protégées marines au niveau des sites de ponte. Et donc, elle souhaite engager l'État pour l'élaboration de ce genre de politique, pour que des aires protégées soient désignées, pour que ces espaces de ponte soient désignés comme des espaces protégés. Okay, thank you for all of those who contributed. Hopefully we can use the recording to copy all the comments you put in the chat and we can analyze that and share with you later. But I want to move ahead. Eric, maybe I'll come back to you. There's another exercise later. At that point, I will take your comments, but you can just write anything in the chat box that you want us to know. I think what was important is that we have looked at this slide. You are all now able to define a problem. Maybe you are not able to define it in a very concise manner, but we are getting there bit by bit. And you are able to start thinking beyond just a problem towards a solution. As an advocate, you don't go to your target audience with a problem and shout about the problem and think that the problem will solve itself. You go to educate on the problem and to propose a solution. So that's why you needed to think about what needs to change. Et donc, l'objet de cet exercice était de nous démontrer qu'en tant que responsable d'un plaidoyer, on n'amène pas juste un problème et puis on rêve ou on espère que le problème va trouver une solution seul. Si on apporte le problème, on doit éduquer les gens sur le problème, les acteurs sur le problème, mais on doit aussi proposer des solutions qu'on veut qu'ils adoptent. C'est ça le point de départ. Et donc, à travers cet exercice, vous avez tous eu l'occasion de réfléchir à un problème, de réfléchir à une solution. Ça doit définir un réflexe avec le temps, de mieux articuler ces deux choses. Mais on va passer à autre chose. Je connais mon problème, je connais la solution que je veux. Alors, comment je procède pour transmettre un message? Je transmets mon message à qui? On avait parlé dans le cycle de plaidoirie de l'étape où il faut analyser le contexte. Et dans le contexte, il y a les acteurs qui sont clés. Qui sont ces acteurs? Il faut toujours déterminer qui prend les décisions sur ces questions. Qui élabore les politiques? Est-ce que dans votre pays, c'est le ministre? Est-ce que dans votre pays, c'est vraiment le Sénat ou l'Assemblée nationale? Est-ce que dans votre pays, c'est le président? Est-ce que c'est le petit frère du président qui n'a pas un rôle officiel, mais qui, dans les faits, nous savons tous que ce qu'il veut, c'est ça qui devient la loi dans ce pays. Donc, il faut pouvoir déterminer qui a ce que nous appelons le pouvoir décisionnel. Qui élabore les politiques et qui a le pouvoir de prendre les décisions. Tu fais une liste de ces personnes-là. Et tu peux les identifier à travers tes connaissances ou en discutant avec d'autres acteurs, mais il faut les identifier. Ces personnes-là qui prennent les décisions, quelles sont les personnes, qui sont leurs proches collaborateurs? Quelles sont les personnes qui ont la capacité de les influencer? Est-ce que ces personnes sont influençables par les médias? C'est-à-dire que chaque fois que les médias font beaucoup de bruit autour d'une question, vous remarquez que ces décideurs-là font attention à ça et essayent d'ajuster leur position. Est-ce que c'est plutôt d'autres collaborateurs, d'autres collègues à eux qu'ils écoutent? Il faut pouvoir déterminer qui a l'influence sur ces décideurs. Ces décideurs eux-mêmes et ces autres acteurs qui ont de l'influence sur eux, sont-ils déjà intéressés par ce problème que tu veux poser? Oui ou non? Parce que s'ils sont déjà intéressés, alors ton travail est beaucoup plus facile. Mais s'ils ne sont pas intéressés du tout,
il faut commencer par réfléchir à comment les amener à être intéressés. Quelle est la porte d'entrée? Quelle est leur position sur cette question en termes de politique? Qui d'autre peut être intéressé dans le changement que nous voulons? Et qui sera affecté négativement par ce changement? Parce que parfois, nous pensons que ce changement est bien. On va décréter peut-être une politique qui va interdire tout ce qui est production plastique, utilisation du plastique, etc. Pour nous, ça allait être une très belle politique. On va aller influencer le ministre de Commerce ou des Industries. Nous savons déjà par quel collaborateur on va passer pour amener notre message. Mais ce qu'on a oublié, c'est que toutes les industries de fabrication de plastique, tous ceux qui vendent de l'eau en sachet, tous ceux qui consomment de l'eau en sachet, quand ils n'auront plus accès à ça, parce qu'il n'y a pas de plastique pour ça, ils vont nous combattre. Il faut comprendre ça. Donc, il faut réfléchir. Le changement que tu veux impulser, comment va-t-il impacter différents acteurs? Pour certains, ce sera positif, pour d'autres, ce sera négatif. Et comment ces acteurs-là vont réagir à ton plaidoyer? So you need to be able to map your stakeholders, analyze who are the stakeholders, and the most important are those who have decision-making power. Who drafts the policies and the laws in your country? Beyond those, who influence the people who make the laws in your country? And keep in mind that some of these people might be parliamentarians or senators or ministers, but some might be people who are just the president's younger brother, for example. He doesn't have an official position, but he has networks of influence where when he likes something, he can make it happen. He can talk to the president, he can talk to the president of the National Assembly. Those are people you want to be able to get in touch with, those people who can influence the decision makers. At the moment, are the decision makers or these influential actors interested in your issue? And what is their position on that policy issue? If they are interested in it, how are they interested in it? Do they feel that it might be a problem for them? It might disturb their campaign, which is coming up, electoral campaign, or they could use it to strengthen their campaign. What is their position? Who is interested in the change that you're asking for? Those are the people you need to get to help you to push your agenda. Who will be negatively affected by this change? Because people who will be negatively affected by it will fight you. They will fight your advocacy. So I was giving the example of plastic pollution. We are all clamoring for ban on plastics, but sometimes we forget that many people use sachet water because there's no water where they work, where they want to drink. So the only way is to buy the plastic sachet and carry it with them to where they are going. So if you don't solve the problem of water, maybe having water taps in different places, you cannot solve the plastic pollution problem. And you will have many industries producing plastic for the water. And if you try to ban plastic, then you have all those plastic production industry people fighting you and lobbying governments against you. And you have the people who now cannot drink water will start fighting you because they think you are saying that the sea turtles are more important than them. So you need to be able to analyze your stakeholders to know who has power, who has influence, who will support you, who will fight you. Donc, il faut pouvoir analyser les acteurs pour savoir qui a le pouvoir, qui a de l'influence, qui va te soutenir, qui va te combattre. Avec ces informations, tu peux déterminer ta stratégie. Il est donc important de savoir qui ont les droits, qui sont les détenteurs de droits, et faire de ton mieux pour les avoir de ton côté. Qui sont les porteurs de responsabilité? C'est eux qui exécutent. Et quand je parlais de détenteurs de droits, je parlais de détenteurs de droits traditionnels. Parfois, il faut passer par eux. Qui sont les porteurs de responsabilité, soit dans le système traditionnel, soit dans le gouvernement? À qui appartient le pouvoir juridique, le pouvoir politique,
le pouvoir administratif? Sont-ils des alliés à toi? Sont-ils tes collaborateurs ou sont-ils tes ennemis? So, as you analyze your stakeholders, you need to be able to ask yourself, who are the rights holders, traditional rights? Who are the duty bearers who execute the laws, whether traditional or government laws? Who are the power holders, those who have power, political power, administrative power, traditional power? Who are your allies or collaborators, and who are your opponents? If we had enough time, at this stage, I would have stopped and asked you to describe some of these people in your context, but I just want you to think about it. In your context, who are these people? And you will have this PowerPoint so you can do that exercise later on your own. J'aurais pu m'arrêter ici si on avait plus de temps pour qu'on ait un exercice où on allait prendre chacun de ces cas et dans vos contextes, on allait essayer de les identifier ensemble. Mais vous pouvez faire ça après, vous aurez le PowerPoint, vous pouvez faire cet exercice après seul. Ce qui est important par contre, c'est de pouvoir leur transmettre votre message. Selon le type d'acteur, le message peut varier. Et le canal de transmission du message peut varier. Mais il faut avoir un objectif clair, on en a parlé avant. Il faut connaître ton audience, donc des acteurs, quelles sont leurs perspectives, leurs intérêts, leurs positions, leurs espoirs, leurs craintes, que disent-ils par rapport à ce problème. Donc ça, c'est de la recherche. Ça, c'est des évidences que tu génères, la connaissance de ton audience, la connaissance de tes acteurs. Il faut pouvoir organiser tes évidences, tes résultats de recherche, de telle sorte que tu identifies le point saillant, le point le plus dramatique. Parce que c'est ça qu'il faut mettre en avant lorsque tu veux capter l'attention de ton auditoire. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas toujours beaucoup de temps pour t'écouter. Donc, il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas trop compliquer. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous demandais quel est le problème, quelle est la solution, faites attention à ne pas expliquer un problème sur 3 pages. Parce que là, la personne qui essayait de vous suivre, il est perdu. Il n'a pas ce temps-là, il est perdu, il ne comprend plus. N'allez pas apporter une solution sur 10 lignes. Il faut être concis, le plus concis possible. Il faut être simple. Et n'allez pas présenter vos travaux de recherche. On a observé que dans cet endroit, les gens font ceci et ils font cela. Non, quel est le problème? Je n'ai pas beaucoup de temps. Donne-moi le problème et dis-moi ce que je dois faire pour résoudre le problème. Si je suis ministre, voilà ce que je veux entendre en 2 mots. Et ne présente pas seulement le problème, présente avec des options. Parfois, si tu présentes une seule solution, il n'aime pas ta solution. Mais si tu présentes plusieurs solutions, il va essayer de voir quelle est la solution sur laquelle il peut faire un compromis. Et puis là, vous pouvez avoir un dialogue. So, we are saying that your messaging needs to go from a clear objective, but you need to know your audience. We've discussed that in the stakeholder analysis. What are their perspectives, their interests, their positions, their hopes, their fears, and how they talk about the issue. When you understand that, you know what message to take to them. Maybe the message is to encourage them not to be afraid, because what they are afraid of has solutions that together you can implement. Then they stop being your enemy and they help you, they become your ally. In your messaging, you have to be able to identify the most gripping part of the evidence. What is the most dramatic part? What struck you? What will catch the attention of anyone? Sometimes we use data, figures, to show that. Or we tell people that when the sea turtles are absent, then the jellyfish are not there, and then, there's a lot of jellyfish, and then the fishermen don't have fish. Oh, when you say that, then the fisherman becomes interested in your conservation story. But if you did not say that,
he might not be interested. So what is it that will catch the attention of the person you are talking to? What message? But keep it simple. Don't take 3 pages to write down a problem. Don't take 10 lines to propose a solution. If I'm the minister, I'm with you in the lift, or I meet you at a conference, coffee break. You have less than a minute to tell me what the problem is from your research. Don't describe your research to me. Tell me what the problem is. I'm not interested in the research as a minister. I'm interested in the problem, and I'm interested in the options for solutions. If you give only one solution, I might not like it. Try to see if you can identify several solutions so that I might find one that I like, and maybe that's where we can start working together. You can bring in the other solutions with time. When I've started working with you and understanding the problem you are explaining to me, then you can bring more solutions that you think we need to implement. So at this stage, I want you to think. We discussed issues before and what change you wanted to see. That change, in a sense, is your objective, is the objective you want to achieve. But now, I was going to do an exercise, but we are supposed to end at 3:30, so I will take you through the, let me see, it is 3:04. Okay, let's do the exercise. Let's stop here. I want you to think, and I'm going to ask us to pick one problem, say what the problem is. Remember, I am saying be concise, be brief. State the problem, state its 1 or 2 solutions you want to bring to the problem. Who are the stakeholders you need to engage for that problem? And what message do you want to give to these stakeholders? I will start by giving you an example. The problem that was raised about weak enforcement of the law. That is the problem. Very short, very concise, weak enforcement of the law with respect to sea turtle conservation. Solutions. Stronger, more patrols and stronger implementation and more prosecutions by enforcement agencies. So more patrols, arrests, prosecutions by enforcement agencies, and awareness raising about the law. You could have another solution, which is revision of the law to have stronger penalties, longer sentences, larger fines. Who are the stakeholders? If we are talking about patrolling, then we are talking about, I need to engage the wildlife and forestry authorities. If we are talking about arrests, I need to engage also perhaps the police and the gendarmerie. If we are talking about prosecution, I need to engage the lawyers and the prosecutors and the judges and magistrates. But if we are talking about stronger penalties, I need to engage the people who make legislation, so the parliamentarians and the minister. I can come back later to see what is the message that I need to give to each of them. It might be a slightly different message. It could be the same message, but it could be framed differently, depending on what they are interested in. The parliamentarian might want to know why protecting sea turtle would increase fish catch, more income, and then the people would vote for him again next time. Then he will go for that law. The judge might want to know that your country has signed a convention with CITES, and if you don't respect that convention, maybe there is trafficking that is being carried out and the money is being laundered and people will be arrested by Interpol for that. Then the judge is interested in that because this is a judiciary matter. It is money laundering.
Or he might want to know that, oh, people are using guns to do the poaching. That to him becomes a serious problem. Then he becomes interested in making stronger penalties and more enforcement. So I'm giving you an example to show that the way you craft your messaging might depend on the audience you are talking to. But we want to achieve the same results. So your strategy might have different messages to different audiences. So that is my example. I'll explain it in French and then allow you 5 or 10 minutes to discuss amongst yourselves. Je viens de donner comme exemple la question de faible application de la loi ou mauvaise application de la loi. L'objectif ou les objectifs, c'est les changements dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez décrit des changements que vous voulez voir. C'est ça les objectifs. Nous voulons voir une meilleure application de la loi. Nous voulons voir plus de patrouilles. Nous voulons voir plus d'arrestations. Nous voulons voir plus de... comment on dit prosecution en français? Plus de personnes qui sont... Poursuites judiciaires. Poursuivies. Merci. Nous voulons voir plus de poursuites judiciaires. Nous voulons voir plus de condamnations. Nous voulons aussi voir des législations révisées avec des pénalités plus fortes, des durées d'emprisonnement plus grandes. Voilà des objectifs. Et on peut avoir 1, 2, 3, plusieurs objectifs. Qui faudrait-il avoir pour cible de notre plaidoyer? Si nous parlons déjà de plus de patrouilles, ça veut dire qu'il faut engager les eaux et forêts, il faut engager la police. Il faut que notre action de plaidoyer aille vers eux. Il faut un message pour eux. Et peut-être qu'il faut leur montrer comment ils font mal leur travail, comment le pays souffre de la perte de ses ressources, comment le pays va être suspendu de la CITES et du commerce de certaines espèces, comment l'image du pays est écornée. Donc, il faut voir quel est le message auquel ils vont être sensibles. Peut-être qu'ils vont voir aussi que s'ils arrêtent plus de malfaiteurs, il y aura des récompenses, je ne sais pas. Mais il faut trouver le message qui va toucher cette catégorie d'acteurs. Si on parle de poursuites judiciaires, c'est qu'il faut engager la police, la gendarmerie, pour qu'ils comprennent pourquoi c'est un délit, pour qu'ils comprennent pourquoi ils doivent intervenir. Si on parle de révision des textes, il faut peut-être toucher les sénateurs, les ministres. Et là, il faut leur parler plutôt de l'économie nationale. Il faut leur expliquer comment ce braconnage est fait peut-être avec des armes qui posent un problème de sécurité de personnes, ce qui va les effrayer, ce qui est important à régler. Comment le fait de tuer ces tortues va faire en sorte qu'il y ait moins de pêche, moins de poissons pour les pêcheurs. Par contre, si on protège les tortues, il y aura plus de poissons, les pêcheurs seront contents et peut-être qu'ils vont voter pour vous aux prochaines élections. Voilà les messages qu'il faut pouvoir véhiculer. Et selon l'acteur, la catégorie de l'acteur, le message peut être différent. Donc là, j'ai pris un exemple pour vous expliquer, plutôt que de faire cet exercice, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais revenir là-dessus. Si je finis, on peut revenir à ce diapo pour avoir une discussion un peu plus large là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on retient? What do we take away? Le plaidoyer. Nous avons vu la définition du plaidoyer. Nous avons vu pourquoi le plaidoyer est important. Nous avons essayé de voir pourquoi il faut un plaidoyer pour les tortues marines. Nous avons vu les outils et les techniques de plaidoyer, l'importance de l'évidence, le cycle du plaidoyer, comment analyser le contexte et les acteurs, et comment utiliser tout cela pour concevoir son message, cibler les acteurs et entreprendre
son plaidoyer. À ce niveau, nous retenons donc qu'en termes de que le plaidoyer est une stratégie visant à influencer le changement des politiques ou visant à influencer l'action. Parce que les politiques, c'est une chose, si elles ne sont pas mises en œuvre, là, le problème n'est pas qu'il n'y a pas de politique, c'est qu'il n'y a pas d'action. Donc, il faut un plaidoyer, c'est l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie visant à influencer les politiques ou les actions sur le terrain. L'audience ou la cible première, c'est ceux qui ont le pouvoir décisionnel. C'est un processus, il ne faut pas penser que c'est une action, c'est un processus dans le temps, délibéré. Ce n'est pas au hasard, il faut réfléchir à chaque étape qui utilise une communication persuasive, donc qui communique pour persuader, pour emmener l'autre à changer d'avis, à changer de positionnement, à changer d'attitude, afin de l'amener, de le convaincre à agir par rapport à un problème. Et ce processus requiert le fait de construire une base, un réseau de soutien. Il est souvent fait par un groupe de citoyens qui se sont organisés. So what our takeaway points are is that advocacy is a strategy. It is not an action. It's not a one-off action. It's a strategy. It's a sequence of actions that have been well thought through, aiming to influence policy or action. You want to bring about changes in policy or changes in action. Change in policy is not always enough. Sometimes the policy is changed, it is good, but it is not enforced. So the problem is at the level of action and not at the level of policy. Your primary audience are the decision makers. There are other audiences, but if the decision makers buy your advocacy, they will make sure that change happens. Keep in mind that it is a process. It will not happen in 1 minute, 1 hour. It could happen in 1 minute or 1 hour, but it is usually a process that can take time. But it needs to be deliberate. It's not by mistake. And you need to be able to communicate effectively in a persuasive manner that will move people to want to act. So that requires building a network of support of people who will join you and the right momentum. So often it is conducted by groups of organized citizens. Note the word organized. And in conclusion, I just want to remind you that you who are on this training today, you have a right to contribute to policy processes. Don't think that you are too low down there to be able to contribute to policy processes. Remember, you have a perspective. You are seeing things and you are thinking things. And if you don't share this perspective, it will not be considered when people are making decisions. So you must share your perspective. Don't be afraid to share your perspective. Policies will affect your life, whether you contribute to them or not. So you better contribute to the development of policies. And in policy work, change can start with one person. So you can be the person who starts that change process by speaking up. But the change will become effective only if you have many people who follow you. So you have to achieve that aspect of sharing your vision with people and getting them to buy into your vision. But for you to be able to do that, you yourself must be informed. You must have evidence. You must have information. And you must be able to keep your issue in the front pages of the media. You must be able to make sure your issue is a burning issue, is a buzz, is something that everyone is talking about. Then they will listen to you. And keep in mind that timing is of the essence. You must strike at the right time. Do the right thing at the right time. If not, it won't work.
I will give you an example. I won't tell you which country, but I went to a country a few weeks ago to start training private sector, airline companies, marine shipping companies, and road transport companies on wildlife trafficking, why it's a problem for them and why they can get into trouble if they carry these things, these products, and what they can do to help enforcement agencies. I organized this with the CITES wildlife director, who is the CITES focal point for that country. And it happens that a few days before this workshop, a seizure was made at Roissy Charles de Gaulle of wildlife products. And the minister of that country was contacted, and he was very embarrassed. So he called the director of wildlife the day before our workshop to complain and ask, what are you doing about this problem? So the director of wildlife was able to say, it is a serious problem, Mr. Minister. We have tried to bring it to your attention. That is why we are asking for more resources. And we are trying to identify partners who can work with us to address the problem. In fact, tomorrow we have a workshop with the airports and the airlines and the shipping companies to discuss this problem and find solutions. The minister was happy to hear that. What it means is all the recommendations of that workshop, sending them to the minister now, the minister will be very receptive to these recommendations. That is what we call a window of opportunity. So timing is very important. Know how to catch the right moments. And get to know your political representatives. Engage them. Who is the parliamentarian from your village or your community or the community where you are working? Engage him. Meet him where he goes to play golf. Meet him where he goes to drink or have lunch. Meet him at conferences over coffee break. Engage them. But also be patient. Sometimes advocacy takes months, years. The important thing is to not abandon, to not give up. And always remember, policy-making bodies like your assembly or some of the committees that are set up in the ministries of forestry or fisheries, those policy-making bodies, they are not your enemy. So don't fight them. Don't take an don't take an attitude of confrontation when you go there. They are the arena for the battle. Your enemies are the poachers. Your enemies are the traffickers. But the policy-making people, they are where you go to fight the traffickers. Je suis en train de dire, pour conclure, que vous tous qui participez à cette formation, vous avez le droit de participer au processus d'élaboration des politiques et des textes et des lois et des actions, des interventions qui doivent se faire dans vos pays. Ne pensez pas que vous êtes trop petit, trop faible pour le faire. Sachez que vous avez des connaissances. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Vous êtes bien informé sur ce qu'il faut comme intervention, comme changement. Et donc, vous avez des opinions. Et si vous n'offrez pas vos opinions, personne ne les prendra en compte. Les politiques vont affecter vos vies, que vous contribuez ou non à leur élaboration. Donc, vous avez intérêt à contribuer à votre façon à vous. Le changement des politiques, la révision des politiques ou de leur mise en œuvre peut changer, peut commencer avec une personne. Donc, tu peux être cette personne qui engage ce changement. Mais pour que ça réussisse, il te faudra avoir beaucoup de gens qui te soutiennent. D'où l'importance pour toi de partager ta vision et de susciter un engouement populaire. Mais pour ça, pour que les gens t'écoutent, il faut que toi-même tu sois très bien informé, que tu aies des évidences, que tu sois capable de leur expliquer ça. Et tu dois être capable de garder ta problématique au devant de la scène, dans les médias. Le temps est un facteur essentiel dans le plaidoyer, surtout lorsqu'on veut faire changer des politiques. Et j'ai donné un exemple tantôt d'un pays où j'ai travaillé il y a quelques semaines, où j'ai travaillé avec le responsable de la direction des eaux et forêts
pour organiser un atelier où nous avons convoqué les compagnies aériennes, les compagnies de transport routier et les compagnies maritimes, transit et tout ça, pour leur expliquer les problèmes de trafic de la faune sauvage, leur expliquer le risque qu'ils encourent en fonction des lois et des textes qui existent, mais leur expliquer aussi comment ils peuvent contribuer à résoudre le problème plutôt qu'à faire partie du problème. Et il se trouve que quelques jours avant cet atelier, une saisie a été faite à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Et le ministre de ce pays-là a été saisi parce que ces produits venaient de son pays. Et donc, la veille de l'atelier, lui, il saisit aussi le directeur et lui demande d'expliquer pourquoi le pays se trouve dans cette situation embarrassante. Et le directeur a pu lui dire, Monsieur le ministre, c'est ce que nous essayons d'apporter à votre attention depuis quelque temps. Et nous, c'est un problème vraiment très sérieux. Nous comptons vraiment sur votre appui pour régler ce problème. Et d'ailleurs, demain, nous avons un atelier avec toutes les compagnies aériennes de transit, maritimes, routiers, pour discuter de ce problème avec eux et identifier des pistes de solutions. Et là, le ministre était content parce qu'il se rend compte que il vient de connaître un problème, mais on cherche déjà à lui proposer des solutions. Et il a dit, OK, j'envoie quelqu'un ouvrir l'atelier et je voudrais être tenu informé des recommandations de cet atelier. Vous voyez, là, les recommandations, le ministre, il les veut parce que le timing était parfait. Donc, apprenez à voir comment utiliser le temps à votre avantage. Mais ne soyez pas pressés. Le bon moment peut être le déclic. Mais aller trop vite en besogne peut vous créer des ennemis. Il faut apprendre à être patient, savoir ce que vous pouvez faire sur le court terme, le moyen terme et le long terme, et y aller dans ce sens. Gardez à l'esprit que ceux qui élaborent les politiques, l'Assemblée nationale ou le Sénat par exemple, ne sont pas vos ennemis. Ils sont le terrain ou le champ de bataille. Mais ceux contre qui vous bataillez, c'est les braconniers, c'est les autres criminels. Il faut être clair là-dessus. Parce que si vous allez avec une attitude de confrontation, de conflit vers les décideurs, ils n'écouteront pas votre message et c'est vous qui perdez, c'est les tortues marines qui perdent, c'est nous tous qui perdons. Lui aussi perd, même s'il ne le sait pas encore. Donc, je pense que nous avons parcouru tout ce que j'avais à vous proposer et peut-être que dans le temps qui reste, on va juste susciter des questions, des échanges d'idées et voir qu'est-ce que nous pouvons ramener chez nous. So I think I've shared with you what I was able to prepare. And for the little bit of time that we have left, if there are questions, exchange of ideas, we can try together to answer these questions. I might not have all the answers, but some of you might have answers from your experiences. Let's do that. So I hand over to Henry for this last part of our session. Thank you so much, Mike. It's been a very heavy engagement, and I hope many of us is so happy to be in this kind of training, where many more things, new things, trending issues have been planned. So please, shortly, if you have any question you want to ask, please do so. We have very few minutes to leave. Thank you. You can put that on the chat, or if you want to ask, you can ask. You have just 30 seconds to do that. Any question, any comments? If you have question, you can raise your hands, or even if you have comments. So okay, Isidore.
Ok, merci beaucoup Henri, merci Michael. Et merci pour cette formation. Je dirais ça nous a vraiment éclairé sur beaucoup de points, surtout sur les techniques de plaidoyer. Moi, je voulais simplement porter à vos connaissances, comme je le disais un peu dans mon intervention, que face à ces différentes menaces, et notamment le ramassage des œufs, il y a de plus en plus cette option de conservation ex situ qui véritablement est orientée vers le ramassage des œufs et les systèmes d'incubation qui se développent de plus en plus. Et puis après, les bébés tortues sont retournés vers le milieu naturel. Donc, cette option se développe de plus en plus pour sauver les tortues qui sont ramassées, les œufs qui sont ramassés. Et nous envisageons et réfléchir là-dessus parce que elle peut ne pas être une option à promouvoir lorsque il n'y a pas de pression, mais dans les zones où il y a de pression, véritablement, elle paraît quand même de plus en plus être une option adaptée pour sauver les tortues marines. Donc, nous envisageons discuter avec les acteurs qui sont sur le terrain et qui développent cette option au niveau de la côte de l'Afrique de l'Ouest, de façon à ce qu'on partage les expériences et les bonnes pratiques et éventuellement réfléchir à l'élaboration d'un, je sais pas si on va appeler ça stratégie de conservation et surtout de translocation des tortues marines, mais réfléchir sur une proposition de document pour cadrer donc l'action. Merci. Merci. Ça crache ici, je ne sais pas si vous avez pu m'entendre. Thank you, Isidore. Okay, so there are no more hands. So, hello, Tijan, are you here? Hello, Tijan. Yeah. Okay, please. We've come to the end of the workshop, so maybe you can give a remark before we close. Thank you so much. Okay, thank you. And merci encore à pour ce débat sur le plaidoyer. Je pense que c'est vraiment très enrichissant avec des exemples concrets. Je ne suis pas à disponibilité pour nous accompagner en de ce thème. Donc, je ne peux pas dire merci à Michael. Et puis également merci à tous les participants qui ont fait 2 heures de temps pour suivre cette solution. Le prochain thème sera annoncé par André très bientôt. Puis, merci à tous. Just want to everybody, Michael, work on thanks to everybody, every organization, or every people who take his time. Okay, thank you, everybody. Thank you, Mike, for the presentation. Thank you all. We may have next program. Our next training will come up between April and May. It will be on development of information, education, communication guide.
So we hope to see every one of us participating again in our next event. So thank you everyone for joining and have a nice day. Thank you so much for joining. Thank you and goodbye. Yeah. Uh, Goodbye. That's very nice. Very much.